Donc, on va vous parler de chirurgie de l'épaule et surtout de cette organisation qui est la réhabilitation améliorée après chirurgie. Donc, la réhabilitation, la RAC, c'est la réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est tout un ensemble de mesures qu'on va mettre en place, que ce soit avant, pendant et après l'opération, pour faire en sorte de diminuer le stress. Alors, le stress psychologique et le stress physique du patient, avec pour objectif final, bien sûr, d'améliorer la guérison de nos patients. Alors la RAC, on connaît ça plutôt bien pour la chirurgie bariatrique, pour la chirurgie digestive, qui est une chirurgie lourde avec beaucoup de complications, une durée d'hospitalisation longue. On peut se demander pourquoi ça a un intérêt en chirurgie de l'épaule. Alors, ça reste intéressant quand même parce que pour bien guérir de la chirurgie de l'épaule, ok, il faut que la chirurgie soit faite correctement, mais surtout derrière, il faut avoir une très bonne rééducation. Et pour avoir une bonne rééducation, eh bien, il faut avoir bien été informé, avoir très bien compris son opération, sa chirurgie, quelle sera sa rééducation, et il faut qu'il y ait énormément de choses qui soient très bien organisées en amont pour que derrière l'opération, tout soit sur des rails, que les gens aient plus de questions à se poser pour leur suivi et leur suite post-opératoire. Le fait d'avoir une incertitude sur ces suites post-opératoires, ça augmente le stress, donc organiser en amont, ça diminue le stress, ça optimise les suites post-opératoires. Et donc, pour bien se rééduquer aussi, il faut correctement gérer la douleur. On verra ça avec le docteur Doupeux pour optimiser la gestion de la douleur et faire en sorte que les patients puissent bien se rééduquer. Et enfin, on va faire en sorte qu'ils soient autonomes. S'ils sont autonomes dans leur prise de médicaments antalgiques, dans leur rééducation, eh bien, ils pourront faire plus de choses que s'ils sont dans l'attente permanente d'avoir un soignant qui les aide. Alors, comment le patient va être informé? Bien sûr, il y a les consultations préopératoires avec le chirurgien. On va leur remettre des documents sur le protocole de réhabilitation améliorée après chirurgie et de nombreuses ordonnances. On a mis en place sur le YouTube de CamSup et de la clinique du Medipôle des vidéos pour leur expliquer leur parcours de soins de RAC et pour leur expliquer aussi comment on utilise certaines attelles d'immobilisation. Ils peuvent retrouver beaucoup d'informations sur le site de CamSup ou sur le site de Medipôle. On a organisé une consultation préopératoire avec Guillaume, qui est le kiné de l'établissement, pour répondre à leurs questions qu'ils auraient eues entre la consultation préopératoire et le jour de la chirurgie, pour les aider à apprendre à utiliser ce coussin d'abduction et leur donner quelques clés, quelques astuces sur l'autorééducation. Et bien sûr, on a besoin des correspondants de ville pour l'information. Parce que même si on met beaucoup d'énergie pour expliquer aux patients leur pathologie, la rééducation, les suites post-opératoires, on sait très bien qu'ils ne vont pas forcément tout retenir et qu'ils vont se diriger en premier vers les acteurs de proximité que vous êtes pour poser des questions. Et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de vous pour essayer d'améliorer la prise en charge de nos patients pour répondre à certaines des questions qu'ils peuvent avoir. Et si vous êtes là ici, c'est que vous en avez conscience et je vous en remercie. Donc pour l'organisation, dès le préopératoire, on essaye de les inciter à arrêter de fumer pour diminuer le taux des complications, les oriente vers tabac info-service ou vers leur médecin traitant. C'est jamais évident, c'est pas rédhibitoire pour prévoir une chirurgie, mais ça diminue quand même nettement le taux de complications, que ce soit infectieuses ou de défaut de cicatrisation. Et puis surtout, on anticipe le post-opératoire. J'ai déjà dit, je le répète, vraiment, l'incertitude augmente le stress. Donc, l'objectif, c'est que le patient n'ait pas de questions à se poser sur qu'est-ce qu'il attend une fois qu'il se réveille, une fois que l'intervention est terminée. On n'a pas envie que nos patients soient dans l'attente de notre passage post-opératoire. Qu'est-ce que je dois prendre comme antalgique? Qu'est-ce que je dois faire comme rééducation? Quand est-ce que vient l'infirmière, etc. Donc, on anticipe tout ça et dès la consultation où on planifie l'intervention, on leur donne les ordonnances pour qu'ils puissent se fournir en antalgique. Comme ça, ils connaissent leur boîte, ils connaissent leurs médicaments
Ils peuvent garder leurs médicaments à côté d'eux sur leur table de chevet pour pouvoir les prendre la nuit et éviter de tomber dans les escaliers en allant les chercher. On anticipe la rééducation. Comme ça, ils prennent contact avec un kiné avant l'opération pour commencer à apprendre, avant d'être opéré, les gestes qu'il faudra faire en post-opératoire. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de délai entre le post-opératoire et la rééducation qui peut se faire immédiatement dans les premiers jours qui suivent l'intervention. Pareil pour l'infirmière, ils peuvent la planifier, l'anticiper. Et surtout pour l'attel. Vous allez voir, vous l'avez peut-être vu, les attelles d'immobilisation sont parfois pas évidentes à mettre. Et le fait de se procurer l'attelle en préopératoire, ils peuvent s'entraîner à la mettre avec Guillaume, avec leur kinésithérapeute, avec la vidéo. C'est bien plus facile de s'entraîner à apprendre à mettre son attelle sur une épaule qui n'a pas encore été opérée qu'en post-opératoire sur une épaule endolorie. On anticipe aussi les consultations post-opératoires. Ça change pas grand-chose, mais ça permet quand même aux gens d'avoir en tête qu'ils ne seront pas perdus dans la nature, qu'on sera là derrière eux pour les suivre dans les suites. Et puis, on planifie aussi des aides à domicile. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est fait opérer de l'épaule, il reste quand même un bras, mais c'est jamais facile de faire le ménage, de faire ses repas. Ça peut être intéressant de leur conseiller de faire les courses avant, de remplir leur frigo, de préparer quelques plats à mettre au congélateur. C'est des bricoles, mais ça facilite leur quotidien. Et tout ce qui va faciliter leur quotidien après l'opération va libérer leur esprit pour qu'ils soient vraiment focalisés sur leur rééducation. Donc, grâce à ce parcours RAC, on a aussi mis en place un circuit de patients debout qui est principalement dû à la qualité de la prise en charge anesthésique dont vous parlera le docteur Doupeux, mais qui a permis surtout de rendre des patients vraiment satisfaits et de leur diminuer le stress. La plupart des patients ont baissé leur anxiété du simple fait de venir debout. Ils ont moins l'impression d'être médicalisés. Ils en sont tous très contents. On va essayer de développer ça encore un petit peu plus. Et puis la VRAC, ça nous a permis de développer l'ambulatoire. Alors c'est pas juste pour dire qu'on met les patients dehors rapidement, mais finalement un patient qui rentre chez lui le soir, il dédramatise un petit peu son intervention, il dort mieux, il est chez lui, et puis il regagne en autonomie. Il a compris que les clés de sa guérison étaient aussi entre ses mains et qu'il allait falloir qu'il soit vraiment acteur de sa guérison. Et tout cet ambulatoire, c'est principalement dû à la qualité de notre anesthésie. Donc, je vais laisser le docteur Doupeux vous expliquer en quoi consiste l'anesthésie lors de la rééducation améliorée après chirurgie. Alors, bonjour à tous. L'anesthésie, souvent, est considérée... oui, je me suis fait anesthésier, j'en ai eu pour une semaine à me remettre ou j'en ai eu pour 2 jours à me remettre. Donc, est-ce que l'anesthésie est compatible en fait avec la réhabilitation rapide après chirurgie? Eh bien, oui. On a travaillé sur 3 points qui sont le jeûne moderne, la prémédication et l'analgésie multimodale. C'est ce qu'on va voir. Et donc, aujourd'hui, on ne demande plus aux patients de pratiquer un jeûne à partir de minuit à jeun, quelle que soit l'heure de la chirurgie dans la journée. Non, ça c'est fini. Maintenant, on demande un jeûne pour les solides 6 heures avant la convocation à la clinique, pour les solides et le lait. Et ils ont le droit de boire de l'eau, du thé, du café, même sucré s'ils veulent pour les non-diabétiques, jusqu'à 3 heures avant la convocation à la clinique. On va changer de diapo. Voilà. Donc, la prémédication, on a travaillé sur la prémédication. Et comment on a travaillé? Eh bien, on s'est dit, en parlant à nos patients, certains nous ont dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'anxiolytiques pour aller au bloc opératoire, je suis très bien, je ne suis pas stressé. Et donc, eh bien, on a supprimé complètement pour eux la prémédication. On n'en donne plus d'office. Et pour les patients angoissés, on va donner une prémédication, mais de manière moins forte. Ce qui fait que si on donne une prémédication de manière moins forte, les patients sont moins ensuqués. Donc,
ils peuvent aller à pied au bloc opératoire, on verra ça un petit peu plus tard, et aussi, ils ont surtout un meilleur réveil après l'anesthésie générale, parce qu'on n'a plus cette queue d'anxiolytique qui vient, si vous voulez, en même temps potentialiser la fin de l'anesthésie, et donc au réveil, ils sont quand même un petit peu plus ensuqués. Et bien là, non, on leur donne plus d'anxiolytiques, donc au réveil, ils sont tout de suite très bien et ils peuvent partir de la salle de réveil vraiment satisfaits. Donc là, c'est un petit diagramme pour vous montrer ce que l'on a fait. En gris, c'était la prémédication. En haut, c'était la prémédication systématique des patients. Vous voyez, dans la le dernier graphique, là, le dernier histogramme, on était plus ou moins à 50% en décembre 2020. Et dans l'année 2021, si on prend les patients non prémédiqués en bleu et ceux qui ont reçu une prémédication moindre en orange, on s'aperçoit qu'il y a 73% en moyenne des patients qui sont non prémédiqués ou qui ont une prémédication moindre. Et voilà ce que ça donne. Donc, les patients non prémédiqués vont à pied au bloc opératoire, ils quittent leur chambre, ils déambulent dans les couloirs et ils arrivent dans le sas du bloc opératoire à pied, ils se mettent sur leur brancard, ils peuvent aller comme ça directement au niveau de la pré-anesthésie où on les prend en charge. Alors, on les prend en charge comment? Eh bien, en faisant de l'analgésie multimodale qui repose sur l'injection de dexaméthasone, sur l'injection d'anesthésiques locaux au niveau des nerfs, l'administration dentalgique non opioïde et parfois on doit quand même recourir aux opioïdes, mais ça c'est très excessivement rare. Alors, la dexaméthasone, à l'époque, avant la RAC, eh bien, on mettait la dexaméthasone en périnerveux comme médicament adjuvant, c'est-à-dire qui prolonge le bloc périnerveux. Et plus on prolonge un bloc périnerveux dans le temps, et moins le patient a mal. Et donc, on le mettait à côté des nerfs avec un risque de toxicité nerveuse non négligeable. Donc, du coup, des études sont parues après en disant si on le mettait en intraveineux. Et finalement, on fait aussi bien en intraveineux qu'en périnerveux. Donc, aujourd'hui, on met les corticoïdes en intraveineux, ce qui nous permet aussi d'avoir une prévention contre les nausées et vomissements post-opératoires, qui, si le patient a moins de nausées et ne vomit pas, eh bien, peut rentrer directement plus rapidement chez lui. Et donc, on a des durées moyennes de séjour qui sont diminuées. Cette dexaméthasone agit en tant qu'anti-inflammatoire aussi, et donc qui réduit la douleur. C'est dans le contexte multimodal. On a le bloc, on a la dexaméthasone, qui diminue aussi l'hyperalgésie post-opératoire, et l'adjuvant, ça, on en a parlé. Voilà un petit travail aussi, et j'ai emprunté cette diapositive à Nadège Perry, qui nous montre qu'avant la RAC, on avait moins de 50% des patients qui recevaient des corticoïdes, patients en orange, et on voit qu'à partir de septembre 2020, eh bien, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on a en moyenne 90% des patients qui reçoivent maintenant des corticoïdes. Le bloc périnerveux, c'est l'infiltration du plexus brachial entre les deux muscles scalènes, au niveau des racines C5 et C6 surtout. Je ne sais pas si on peut mettre ici. Donc, entre la racine C5 et C6, on a C7 ici. Alors, bon, on a une diffusion d'anesthésique locale qui se fait ici. On le fait par voie échographique maintenant. Avant, ça se faisait à la stimulation électrique et on regardait comment bougeait l'épaule. Maintenant, on a un guidage échographique qui nous permet d'être très précis. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, pour avoir 100% de résultats au niveau de la douleur. Le patient n'a pas mal
Comme ça, on n'utilise pas de morphinique ou de dérivés morphiniques au bloc opératoire, donc moins de nausées, moins de vomissements, et le patient est bien content. Ça nous permet aussi d'avoir une diminution des doses d'anesthésie générale, et on a une anesthésie générale qui est très légère. Quand le bloc marche, mais vraiment à 100%, l'anesthésie ne sert qu'à supporter l'intubation, et donc ça permet aux patients de plus vite se remettre si l'anesthésie générale est plus légère. Alors, il y a des équipes comme à Annecy ou à Grenoble ou ailleurs, à Nantes, à Rennes, qui font des épaules de manière totalement réveillée. Nous, à Medipôle, on a commencé à en faire quelques-unes. Et si le patient ne reçoit plus de prémédication, s'il n'a pas d'anesthésie générale, eh bien, on s'inscrit totalement dans la démarche de réhabilitation rapide après chirurgie, puisque il repart de la salle d'opération directement dans sa chambre, il boit et il s'en va. Ça permet qu'une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, il soit sur le parking de Medipôle et il puisse prendre la voiture qui l'emmène chez lui. Alors, l'analgésie, donc pérose, c'est la transition entre ce que l'on lui met en opératoire, c'est-à-dire l'adexaméthasone intraveineux, et on met aussi du prophénide en intraveineux. Eh bien, il y a un relais à domicile qui doit se faire le plus tôt possible. C'est pas parce qu'on a pas mal qu'il faut pas prendre les antalgiques, bien au contraire. On prend les antalgiques de palier 2, style occupant anti-inflammatoire, tout de suite à domicile, même si on en a pas mal, selon prescription, parce qu'une fois que la douleur s'est installée, on sait très bien que c'est très très difficile ensuite à rattraper cette douleur et à lui donner une douleur qui serait supportable. Et donc, ils auront recours, si la douleur s'installe, à prendre de l'actiskénan, 3 ou 4 gélules d'actiskénan. Donc non, plus vite on prend ces anti-inflammatoires, même si on a pas mal, et au mieux ça va. Et donc, la clé de l'analgésie et le succès de l'analgésie à domicile, c'est l'anticipation du traitement antalgique. Alors, encore une fois, la réhabilitation après chirurgie, c'est pas on veut mettre le patient dehors le plus vite possible de la clinique. C'est pas notre intérêt premier. Parce que là, une petite histoire qu'on a eue récemment sur un événement indésirable, c'est que le patient a vécu son hospitalisation un peu rapide. Non, tout est dans l'explication, et je pense que c'est très important d'expliquer au patient que plus vite il est à domicile sans douleur, et au mieux ça va pour lui. Merci beaucoup. Quelles interventions vont être éligibles pour la réhabilitation améliorée après chirurgie? Alors, bien sûr, les chirurgies de réinsertion de coiffe des rotateurs, de prothèses d'épaule, les chirurgies stabilisatrices par butée ou par bancarte, mais aussi finalement n'importe quelle autre intervention un peu moins fréquente qui sont programmées et anticipées en chirurgie de l'épaule. Je m'interromps 2 secondes. Bien sûr, si vous avez un espace de discussion, de chat, si vous avez des questions, on surveille d'un coin de l'œil. N'hésitez pas à nous interrompre. On surveille ça pour essayer de vous répondre en même temps. Dans l'intérêt, malgré le contexte et la barrière de l'écran, qu'on arrive à faire quelque chose d'un petit peu interactif quand même. Donc, pour les 3 interventions principales pour lesquelles la RAC est mise en place, on va essayer de voir quelles sont les petites astuces et les petites choses sur lesquelles il faut avoir votre vigilance. Sur la rupture de la coiffe, alors, les indications, on n'est pas là forcément pour en discuter, mais surtout comprendre comment on les prend en charge, nous et après. Donc, c'est quand même des ruptures de coiffe dégénératives qui sont en échec de traitement médical plus de 6 mois, ou des ruptures de coiffe traumatiques qu'on va opérer. Alors, comment ça se passe? Une réinsertion de coiffe des rotateurs. Donc, c'est une chirurgie qui se fait sous arthroscopie, avec le bras qui peut être légèrement en traction. Ça, c'est la salle dans laquelle se font les inductions et les anesthésies locorégionales.
Ici, vous avez cette vue arthroscopique. Le scope est en sous-acromial. Alors, on pose la question, y a-t-il des contre-indications à la RAC? Non, aucune en fait. La RAC, c'est pas l'ambulatoire. Il y a des contre-indications à l'ambulatoire, l'absence d'autonomie du patient, l'absence s'il est seul, isolé à la maison. Mais pour la RAC, il y a aucune contre-indication. Au contraire, finalement, les patients qui sont le plus en difficulté par leur isolement, de par leur niveau de compréhension, sont ceux qui vont encore plus bénéficier de la RAC, parce que c'est vraiment eux qui vont avoir besoin d'être encadrés, d'être chouchoutés pour être sûrs qu'en post-opératoire, ils ont bien la totalité des soins dont ils vont avoir besoin. Donc non, aucune contre-indication à ces protocoles de réhabilitation améliorés après chirurgie. Donc ici, on est en sous-acromial. Vous avez ici, sur le dessus, le tendon du fuseau épineux, l'os de l'humérus avec l'insertion du fuseau épineux sur la tubérosité. On voit que le tendon est bien réductible et il doit se réinsérer à peu près dans cette position-là. On va préparer l'insertion des ancres en préparant le trou à la jonction os-cartilage. On insère les ancres. Alors, il y a plusieurs modèles d'encres. Celles-ci sont vissées. Il peut y avoir des encres impactées. Ça ne change pas grand-chose. Avec des systèmes de passe-fil, on passe les fils à travers la coiffe. On répète l'opération à plusieurs reprises avec plusieurs encres. Et une fois que l'ensemble des fils sont passés, on peut réaliser nos sutures. Les nœuds sont faits à l'extérieur et sont ensuite poussés à l'intérieur. Une fois qu'on a réalisé toutes les sutures de tous les fils qu'on avait passés, la coiffe est plaquée, mais on récupère la totalité des sutures, comme vous voyez en haut à droite, pour les insérer dans une encre qui est plus latérale et qui va permettre de plaquer complètement la zone de coiffe qui doit être réinsérée pour augmenter la surface de contact entre la coiffe et l'os. Donc là, pareil, il y a plusieurs types. Certaines sont impactées, d'autres vissées, mixtes. L'objectif, c'est juste d'avoir une bonne tenue. Et on voit la tenue finale avec la réinsertion des tendons qui est complète. On ne voit plus du tout la désinsertion. Et en post-opératoire, ils sont pour la plupart immobilisés par ce coussin d'abduction qui est parfois un petit peu difficile à mettre. Et c'est pour ça qu'on essaye d'anticiper ça par d'autres vidéos qu'ils peuvent retrouver sur YouTube et par Guillaume qui leur explique aussi en préopératoire. On va revenir sur le point. Donc la coiffe des rotateurs, le challenge, il est où? On est devant une problématique où il y a une cicatrisation du tendon qui se fait entre 6 et 12 semaines et un taux de rupture tendineuse qui va croissant avec l'âge, qui n'est pas forcément corrélé à une mauvaise évolution fonctionnelle, mais qui existe et on aurait envie de diminuer ce taux de rupture. Et en parallèle, on a des raideurs post-opératoires qui peuvent survenir, qui sont environ 10% et qui sont transitoires, qui résistent, qui cèdent au traitement médical, mais qui allongent la convalescence et qui limitent quand même la récupération. Et il y a quand même dans 3% sur cette étude, sur cette méta-analyse qui a quand même certes 10 ans, mais de patients qui avaient une raideur qui était persistante, qui nécessitait une arthrolyse. Pardon, il y a une faute de frappe. Et en fait, ces 3% de patients, c'était des patients qui avaient une immobilisation stricte en post-opératoire. Donc, le challenge en chirurgie de coiffe des rotateurs, c'est d'éviter la raideur sans avoir de rupture itérative. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait une mobilisation précoce et protégée. Donc, l'intérêt de la RAC, c'est d'anticiper. Donc, les patients connaissent leur protocole de rééducation, savent qu'il faut le faire en post-opératoire immédiat, ont leurs antalgiques pour permettre de se mobiliser en passif précocement et savent qu'il ne faut pas insister en actif et protéger leurs sutures
avec le coude au corps ou le coussin d'abduction en post-opératoire, en dehors de leur séance de rééducation et d'auto-rééducation. On y viendra un petit peu plus tard. Donc vraiment le challenge, faire comprendre aux gens qu'il faut bouger, 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 mais en passif, sans forcer, pour éviter la rupture. Alors sur les prothèses d'épaule, les indications, c'est l'arthrose gléno-humérale ou les ruptures de coiffe massives irréparables. Et le challenge, là, ça va être que ces patients, qui sont souvent plus âgés, puissent avoir une reprise d'autonomie la plus rapide possible. Les prothèses d'épaule, il en existe deux sortes, soit la prothèse d'épaule anatomique, qui respecte strictement l'anatomie de l'épaule, mais qui n'est possible qu'en cas de coiffe des rotateurs parfaitement saine et avec des muscles derrière ces tendons qui sont également sains et sans dégénérescence graisseuse. L'autre type de prothèse, c'est une prothèse inversée qu'on va pouvoir mettre si les patients ont une arthrose plus une rupture de coiffe ou une coiffe de mauvaise qualité ou avec une importante dégénérescence graisseuse des muscles en amont des tendons. Sur les prothèses qui sont inversées, le seul moteur de l'élévation antérieure active de l'épaule sera le deltoïde. Donc, il y aura une certaine importance à attacher à ce muscle. Pourquoi on dit prothèse inversée? En fait, c'est assez bête finalement, mais normalement, la partie sphérique d'une épaule, c'est l'humérus. Et ici, on inverse le système avec une partie sphérique qui se retrouve sur l'omoplate. Pourquoi ça permet de bouger en inversant le système? Eh bien, finalement, avec une prothèse inversée, on distalise et on médialise un petit peu le centre de rotation de l'épaule. Et c'est ça qui permet de bouger l'épaule uniquement avec le deltoïde et sans sus-épine. Pour mettre ces prothèses, on a deux voies d'abord qui sont possibles. Soit la voie d'abord deltopectorale, une voie d'abord qui est possible pour les prothèses inversées et anatomiques, et qui passe dans le sillon deltopectoral, entre le deltoïde et le grand pectoral, qui a l'énorme avantage de préserver le deltoïde, mais qui nécessite une incision du subscapulaire, qui nécessite une incision du subscapulaire qui a lieu à peu près par ici, et donc derrière une suture de ce muscle qui sera potentiellement utile à la rotation interne. L'autre voie d'abord qui existe, c'est une voie d'abord supéro-externe qui passe entre le chef antérieur et moyen du deltoïde. Donc, c'est un petit peu plus agressif pour ce muscle, mais elle a l'avantage de préserver le tendon du subscapulaire. Un autre inconvénient, c'est une voie d'abord qui est plutôt réservée aux prothèses inverses. Dans l'équipe du Medipôle, la voie d'abord qui est principalement utilisée par l'ensemble des chirurgiens ici, c'est quand même la voie d'abord deltopectorale. Et donc, l'important dans les suites d'une prothèse totale d'épaule, ça va être pour les prothèses inversées de bien muscler le deltoïde. Vous avez vu que c'était le seul moteur, donc il faudra le muscler en préopératoire, le préparer à accueillir cette prothèse, et c'est sur lui qu'il faudra attacher certains efforts, en post-opératoire aussi. Et il faudra surtout vérifier quel est l'état du subscapulaire. Et donc, c'est là où il faudra, pour les kinésithérapeutes, jeter un œil au compte-rendu opératoire, parce que si le patient n'a pas eu de suture du subscapulaire ou si le subscapulaire n'a pas été incisé parce qu'il a été opéré par voie d'abord supéro-externe, je précise, s'il n'a pas été suturé, le subscapulaire, parfois, après avoir posé la prothèse, en fonction de certaines techniques chirurgicales ou des possibilités, ce tendon n'est pas toujours resuturé. Donc, si ce tendon n'est pas suturé, il n'y a aucun intérêt à le protéger. Donc, il n'y a aucun intérêt à avoir une immobilisation prudente ou d'éviter de la rotation externe en post-opératoire. Vous pouvez faire bouger les patients, les faire travailler. Il n'y a pas forcément de muscles ou de tendons qui ont été suturés et qui nécessitent une certaine protection. Donc, on peut être un peu plus agressif sur la mobilisation de l'épaule et l'immobilisation n'aura qu'une valeur antalgique. Donc, on pourra faire comprendre aux patients qu'il est important qu'ils bougent le plus possible. En revanche, si le subscapulaire a été suturé,
Voilà, du coup, on va prendre quelques précautions pour protéger la suture de ce subscapulaire en gardant le bras coude au corps un petit peu plus longtemps, en limitant un petit peu la rotation externe sur la rééducation post-opératoire. Et pour ce qui est des instabilités d'épaule, qu'on opère en grande majorité par des butées coracoïdiennes, l'objectif, c'est de réduire les récidives de luxation tout en maintenant, l'indication, c'est les récidives de luxation ou les épaules douloureuses suite à des luxations. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site de CamSup, il y a une compte rendu d'une newsletter qu'on avait fait qui a fait un petit topo plus spécifique sur l'instabilité. Pour ce qui est des suites, de comment se déroule une chirurgie de butée, afin de comprendre quels sont les objectifs aussi de la rééducation. Ça arrive. Donc la butée, ça se fait par une voie d'abord deltopectorale qui permet d'accéder à la coracoïde qui est sectionnée. Ensuite, on prépare la coracoïde, on l'avive afin de pouvoir la faire consolider sur l'omoplate. On prépare les orifices qui vont accueillir les vis. Et on passe à travers le muscle subscapulaire qui permet d'accéder à la capsule articulaire qui est ensuite ouverte et qui donne un jour sur la face antérieure de l'omoplate de la glène qui est ici. On va également aviver pour permettre une consolidation entre la glène et la coracoïde et la butée. Alors, on peut utiliser des guides ou alors faire sans guide, ça dépend vraiment du matériel, des techniques, des petites astuces qui sont assez individuelles en fonction des chirurgiens. Donc ici, c'est une technique où on utilise un guide avec des broches et ça nous permettra de descendre, de pouvoir mesurer un peu plus précisément et de descendre les vis facilement sur les broches. Voilà, et la butée est fixée. Il faut attendre la consolidation qui, elle, peut prendre entre 1 mois et demi et 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, c'est rare, mais ça peut arriver. Je m'excuse. Voilà. Donc l'objectif sur une chirurgie stabilisatrice de l'épaule, c'est de permettre aux patients qui sont en général jeunes et actifs de pouvoir reprendre rapidement leur sport et leur travail et d'essayer de baisser les complications qui sont liées à la fixation de la butée, avec quand même un taux de récidive qui peut aller de 1 à 5% selon les études, et des complications vraiment liées à la butée à type de pseudarthrose ou de fracture de la butée, comme vous l'avez sur les radios qui sont ici. Alors comment on va faire pour limiter ça ? Eh bien, il faut donc éviter la raideur sans récidive. Pour éviter la raideur, comme pour la coiffe, il faut qu'il y ait une mobilisation qui soit précoce, mais qui soit protégée, notamment en limitant un peu la rotation externe pour augmenter la pression sur la butée et faciliter sa cicatrisation, sa consolidation. Donc, je vais passer la parole à Guillaume qui va vous expliquer comment se déroule la rééducation pour ces pathologies. Alors, bonsoir. Donc, je ne vais pas expliquer vraiment la rééducation. Je pars plutôt sur l'explication de pourquoi la RAC et qu'est-ce qu'on a pu faire au niveau de la kiné et de la rééducation au niveau de la RAC. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est celle que j'ai marquée. Comment améliorer la prise en charge des patients pour optimiser et accélérer la récupération après une chirurgie de l'épaule. Donc, on fait surtout la coiffe du sus-épineux, mais ça peut être donc, pour toutes les autres pathologies que Michael nous a dit. Donc, le meilleur moyen d'éviter, d'accélérer la récupération, en fait, c'est d'éviter le gros problème des opérations de l'épaule ensuite, c'est l'enraidissement.
Donc, pour éviter l'enraidissement, bah, logiquement, il faut favoriser la mobilisation. Et le meilleur moyen d'avoir une épaule mobile en post-opératoire et de permettre le passif et tout ça, c'est d'avoir des épaules non douloureuses. Pour moi, le truc principal à s'occuper en rééducation post-opératoire, c'est vraiment la douleur. Moins les gens ils ont mal, plus ils seront mobiles, détendus et mieux ça se passera. Et du coup, ce sera bien plus simple de faire de l'autorééducation, car un patient qui a mal, il fera jamais d'autorééducation parce que il pourra pas le faire. Donc, comme il y a auto dans auto-rééducation, je pense que le meilleur moyen que les gens n'aient pas mal, c'est vraiment de les éduquer, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'on fait depuis les mois précédant l'opération, c'est vraiment expliquer aux gens au maximum la chirurgie, qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit de faire, qu'est-ce qu'ils vont ne pas avoir le droit de faire, et vraiment de leur expliquer pourquoi ils peuvent faire ci et pourquoi ils peuvent pas faire ça. Ce qui est assez compliqué, notamment dans les coiffes, dans les opérations de la coiffe, car on leur dit à la fois vous devez bouger et en même temps on leur dit vous devez pas faire ci, vous devez pas faire ça. Et souvent les gens ils sont vraiment perdus, ils disent ah ben moi j'étais persuadé que j'aurais pas le droit de bouger et moi je leur dis bah si vous pouvez bouger un petit peu, vous pouvez faire ci, voilà. Et vraiment ce qui marche le mieux c'est vraiment de leur expliquer la chirurgie et pourquoi ce mouvement est interdit, pourquoi celui-là est permis, et c'est vraiment ce qui marche le mieux. Pour qu'ils soient relâchés et non douloureux, il faut surtout qu'ils mettent comme il faut leurs attelles. Notamment dans les coiffes, le coussin d'abduction, c'est un gilet qui est quand même assez compliqué à mettre comme il faut. Et c'est vraiment ce qui est important à faire au niveau de la RAC, c'est que les gens comprennent bien comment on le met, comment on l'enlève, et qu'il soit bien placé pour que les gens puissent vraiment se relâcher. Donc, s'ils sont relâchés, ils auront pas mal, et donc ils arriveront à faire leur mobilisation passive. Alors que dans l'autre cas, si le coussin est mal mis, les gens ils ont mal, et vous pouvez leur expliquer qu'il faut faire ci, ça en exercice. S'ils ont mal, ils n'arriveront jamais à le faire. Donc pour moi, ce qui est vraiment le principal, c'est vraiment l'éducation, que les gens comprennent pourquoi il faut faire ci et pourquoi il faut pas faire ça. Il y a notamment un truc qui est assez compliqué pour les gens à comprendre, c'est la différence entre l'actif, le passif et l'actif aidé. Et donc sur les coiffes, c'est surtout de l'actif et du passif. Il n'y a pas d'actif aidé. L'actif aidé, c'est plus pour les prothèses d'épaule ou les latargets. Mais ce qui est compliqué pour les coiffes, c'est vraiment leur expliquer qu'ils doivent pas faire d'abduction de l'épaule active pour protéger le sus-épineux. Je reviens à ce que disait Michael. Ce qui est important, c'est d'arriver à récupérer mieux, plus vite, bien, mais en protégeant quand même la chirurgie. Donc c'est surtout ça qu'ils ont du mal à comprendre, c'est pourquoi il y a des mouvements actifs interdits, d'autres passifs qui sont autorisés. Mais une fois qu'on leur explique que l'actif tire sur la suture, notamment l'abduction, alors que le passif, ça permet vraiment de relâcher le muscle, donc relâcher la suture. Souvent, quand on leur explique bien ça, après, ils arrivent vraiment à comprendre pourquoi ils ont le droit de bouger ou pas le droit de faire un tel mouvement. Du coup, pour mettre en place tout ça, au niveau de la RAC, ce qui a surtout été fait, c'est on a mis en place cette consultation préopératoire que je fais en général en même temps que la consultation d'anesthésie, enfin, juste avant ou juste après, ça évite aux gens de venir plusieurs fois à la clinique, et où je leur explique notamment pour les coiffes le coussin d'abduction, comment ils doivent le mettre, comment ils doivent l'enlever. Je leur explique pas mal, je leur montre sur une maquette la chirurgie je leur explique un peu plus simplement que les chirurgiens. Parce que je suis pas chirurgien. Et notamment, je leur explique donc la chirurgie, et puis je leur explique surtout ce que je viens de vous dire, c'est la différence entre l'actif, le passif, pourquoi ils n'auront pas le droit de faire ci et ça. Et de le faire 15 jours, 3 semaines avant l'opération, donc ça permet aux gens de s'entraîner avant. Ils peuvent, s'ils se souviennent plus, parce que il y a une autre chose qui est importante, c'est la répétition. Donc c'est ce que disait Michael aussi, c'est que vous êtes actifs de tout ça. Parce que le chirurgien a beau leur dire une fois, moi je leur redis une deuxième fois, leur kiné leur redit. Souvent, on se rend compte qu'ils ont besoin vraiment de plusieurs fois pour comprendre les choses. Donc, on a fait aussi une vidéo, plusieurs vidéos, mais notamment celle où j'explique le coussin pour que ça leur permette à la maison de s'entraîner encore au cas où ils n'ont pas compris ou ils ne se rappellent pas d'une chose que je leur ai expliquée.
Voilà, donc si je dois résumer un peu tout ça, je vais pas expliquer ici ce soir aux kinés comment ils doivent faire leur éducation. Moi, je voulais vraiment qu'on se concentre sur que les gens retiennent une chose, c'est que pour une épaule récupère bien et plus vite, il faut vraiment se concentrer en post-op sur la douleur, parce que si on a mal, on fera rien. Si on n'a pas mal, ça permettra de faire tout ce que ça permettra aux gens de faire vraiment tout ce qu'ils ont appris au niveau de l'automobilisation, du passif, de l'actif, et ça récupérera beaucoup plus vite. Voilà. Donc c'est une chose à savoir, à vraiment appuyer, c'est vraiment l'éducation. Ensuite, un autre point clé, c'est vraiment respecter la chirurgie, hein, pas faire notamment au niveau des sutures, pas s'amuser à tirer sur les tendons. Et Michael me disait qu'il voyait souvent aussi des gens en post-op, en consulte, 2-3 mois après, et qu'il trouvait souvent qu'il y avait des problèmes d'instabilité de la scapula qui apparaissaient. Et on pense que ça vient des 2-3 mois d'immobilisation sur le coussin où les gens perdent du muscle. Et ils voient beaucoup d'omoplates qui se décollent, qui tiennent pas bien. Donc voilà, c'est un point que même moi en cabinet, j'avais pas forcément toujours vu, et que voilà, si les kinés peuvent se regarder un peu plus ça et tout, bah, ça serait pas mal. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Moi, donc, en conclusion, ce protocole de réhabilitation améliorée après chirurgie, il a pour objectif d'améliorer le post-opératoire. Je m'interromps 2 secondes, on me pose une question sur s'il y a une consultation préopératoire spécifique à la RAC et si tous les anesthésistes pratiquent les mêmes protocoles. Alors non, il n'y a pas de consultation spécifique à la RAC. On s'adapte dans nos consultations à tout type de chirurgie, orthopédique et d'autres d'ailleurs. Et on leur explique ce que c'est que la RAC en consultation. Tous les anesthésistes pratiquent-ils les mêmes protocoles? Aujourd'hui, on essaye d'uniformiser effectivement au maximum les protocoles. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, peut-être 90%, mais dans le futur, on sera tous sur la même lignée et on y travaille. Et c'est pour ça que vous avez vu dans les diagrammes qu'il reste encore 10%. À un moment donné, il restait 10% de patients qui restaient hors RAC, là, dans l'indexaméthasone, par exemple. Mais on compte bien que dans les années futures, il y en ait 0. Voilà. Donc la RAC qui va permettre d'améliorer le post-opératoire de nos patients en espérant qu'ils récupèrent mieux et plus vite. Et vous avez vu que ce qui va permettre ça, c'est l'amélioration de la qualité de l'information, la répétition de cette information, et surtout la clé, c'est l'anticipation. On anticipe tout, que ce soit rééducation, antalgie, et c'est grâce à ça que les patients vont avoir un bon résultat. C'est en anticipant au maximum, encore une fois, la douleur, l'auto-rééducation, en leur faisant comprendre qu'il faut bouger, ils ont le droit de bouger, c'est en bougeant qu'on gagne, qu'on récupère. Et bouger, ça ne se fait que si on a bien compris dans quelles limites on pouvait le faire, que si on a pas mal pour le faire. Et ça passe vraiment par un travail pluridisciplinaire, que ce soit dans la clinique, mais aussi au plus proche du patient, grâce à vous. Et encore une fois, on vous remercie parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts à nous aider, à aider les patients pour aller mieux. Voilà, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Il doit en rester, j'imagine, beaucoup. On est là pour y répondre. Alors, peut-on étendre ce protocole de RAC à la chirurgie de la main? Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'est pas institutionnalisé ou protocolisé. Mais on a cet objectif quand même toujours d'anticipation pour la main aussi. Donc on essaye au maximum de prévoir nos ordonnances dentalgiques à l'avance, d'essayer de prévoir nos ordonnances de rééducation à l'avance pour que les patients aient pas à courir derrière pour aller chercher leurs examens. Mais ce travail de protocolisation n'a pas encore été fait. D'ailleurs, dans le même cadre de la RAC pour la chirurgie de la main,
Au niveau anesthésie, là, il y a une nouvelle technique d'anesthésie, enfin nouvelle en France en tout cas, mais employée beaucoup au Canada, qui est basée sur l'infiltration avec de l'encyclocal adrénaliné en périphérie, ce qui évite de bloquer le bras. L'adrénaliné pour avoir un garrot chimique, pour essayer que le chirurgien travaille dans des conditions exsangues, mais ça nous permet de garder une mobilité de la main et de ne pas avoir tout le bras qui dort, qui est considéré entre guillemets comme mort pendant 4 ou 5 heures. Non, le patient va pouvoir récupérer très vite la fonctionnalité de tout le bras puisqu'on ne l'a pas endormi et peut repartir comme ça bien plus vite. Et pour avoir testé les deux pour la même intervention, et effectivement, le patient est beaucoup plus satisfait de ne pas avoir de ne pas avoir eu le bras endormi et d'avoir juste la main d'endormi, et que ce soit pour le canal carpien, pour un dos à ressaut ou autre. Pour les algodystrophies et capsulites, il n'y a pas j'ai pas connaissance d'études qui aient pu montrer ça encore. Et pour nous, c'est un travail qu'il faudra qu'on fasse. La RAC chez nous, ça fait elle a commencé un peu pendant le Covid. Donc on avait quand même un peu moins de patients sur les 2 dernières années. C'est bien remonté notre activité là, mais oui, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. C'est pas prouvé encore par des publications correctes. C'est à faire. Pour ce qui est du retour patient et de leur satisfaction de ces procédures rapides, oui, c'était 89%, je crois, de patients, on les a interrogés, qui étaient contents de ces procédures. Finalement, ils retiennent pas forcément la rapidité de la procédure. Le fait d'être rentré chez eux, c'est même plus quelque chose qu'ils notent aujourd'hui, hein, d'être opéré en ambulatoire pour une coiffe ou une butée, voire même une prothèse. On fait quelques prothèses en ambulatoire aussi cette année. Ce qui retiennent, c'est ce côté un peu cocooning, un peu encadré. Ils ont vraiment ce sentiment qu'on a été derrière eux du début à la fin, qu'on les a pas lâchés et que grâce à ça, ils ont le sentiment d'avoir pu se rééduquer un peu plus vite. Par contre, il y a probablement encore des efforts à faire toujours sur cette information et sur cette anticipation, parce que vraiment, on voit la différence entre les patients chez qui ça a été très efficace et qui ont vraiment guéri de leur coiffe entre 3 et 6 mois parce qu'ils ont bougé tout de suite, et ceux chez qui, à 6 mois, il y a encore une raideur qui s'est installée, qu'on va finir par guérir au bout d'1 an, mais qui vont mettre 6 mois de plus que les autres parce que le démarrage a été un peu lent et un peu timide. Oui, avec la Valente, ils n'ont plus de garrot. Oui, tout à fait. Donc, ils n'ont plus de garrot qui est douloureux. Parce qu'effectivement, pour éviter le garrot douloureux, il faut prendre 2 petits nerfs qui sont l'intercosto-brachial et le cutané médial du bras, qui sont 2 petits nerfs qui viennent du thorax et qui sont parfois difficiles à voir sous échographie, ce qui rend effectivement le garrot plus douloureux. Là, avec la technique Wallante importée du Canada, et effectivement, donc, comme c'est un garrot chimique, il n'y a plus de garrot du tout, et surtout pour les patients pour un curage axillaire dans les suites ou du cours du cancer du sein, effectivement, on n'en met plus, ça les rassure, et pour les autres, effectivement, ils ont plus cette sensation de garrot douloureux. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on met un cathéter interscalénique ou supraclaviculaire? Supraclaviculaire par rapport au nerf phrénique. Alors, nous, on ne met plus de cathéter interscalénique. Il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur le passé du patient et de savoir depuis quand il est douloureux. Est-ce que s'il y a une ergoneurodystrophie, est-ce que il est douloureux depuis des années et des années, qui effectivement la douleur en post-opératoire va être intense, et là on pourrait se poser la question de mettre un cathéter interscalénique, et ça
c'est à discuter avec le chirurgien. En Et fait, parce que, en fait, c'est vrai qu'on en met. mais nous, on n'en met plus en tout cas pour l'instant. Alors, pour ce qui est de laisser en place un cathéter avec lequel le patient pourrait rentrer à la maison, sur lequel il y aurait une diffusion d'anesthésique locale, c'est une pratique qu'on n'a plus pour deux raisons. La première, c'est ça fait quand même encore un tuyau en plus, hein, ça fait une source de complications supplémentaires, même si elles sont faibles. Et surtout, la deuxième, c'est que vous l'avez, j'espère que le message a été clair, mais l'objectif, c'est de faire comprendre aux patients qu'il faut qu'ils bougent. Il faut qu'il bouge et il faut qu'il bouge vite. Alors ok, on peut bouger en passif avec un cathéter interscalénique, mais quand même c'est plus difficile si le cathéter a un effet moteur, d'avoir une autonomie à la maison pour enlever et remettre son coussin d'abduction et faire ses exercices d'auto-éducation si le membre s'il y a un bloc moteur lié à ce cathéter. Donc on l'utilise plus, et surtout grâce aux techniques d'anesthésie loco-régionale et à la dexaméthasone, il y a des durées d'efficacité de l'anesthésie loco-régionale qui permettent largement à un patient qui est opéré le matin d'avoir une antalgie qui se prolonge jusqu'à 3-4 heures du matin. Alors, ok, ils vont avoir mal à cette heure-ci, mais s'ils ont anticipé leur prise d'antalgique au moment du coucher, normalement, ils passent une nuit correcte. Alors, on la prévient quand même toujours, hein, de garder vos médicaments sur la table de nuit. Si ça fait mal, vous n'hésitez pas, vous en reprenez à 3 heures du matin pour finir une nuit tranquille. Un dernier petit point technique, interscalénique versus supraclaviculaire. Effectivement, oui, tout à fait d'accord de mettre un cathé en supraclaviculaire pour éviter le nerf phrénique. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contre-indications au bloc interscalénique ou au cathéter interscalénique? La seule contre-indication que je vois, alors c'est une contre-indication classique à l'anesthésie loco-régionale, le reflux du patient, c'est l'hémostase chez un Wilbrandt forcément auquel on n'aurait pas injecté de minirin, etc. Mais l'interscalénique, aujourd'hui, on ne le fait pas chez les patients qui sont oxygénodépendants. Et voilà, donc on fait plus le supraclaviculaire, mais pour les patients qui sont oxygénodépendants. Voilà, moi c'est la seule contre-indication que je vois. Même les patients qui ont un SAS sévère appareillé, on peut leur faire un interscalénique. Alors après, voilà, ça le bénéfice-risque. Je rebondis un peu sur la fin de la question. Les patients va passer au service, certes, mais il y a un monitorage quand même. Il y a un monitorage péropératoire et s'ils ont eu une anesthésie générale, il y a un monitorage post-opératoire. Enfin, même s'il n'y a pas d'anesthésie générale, hein, ils ont un monitorage post-opératoire avant de remonter en chambre sans qu'il y ait plus de surveillance. Ils passent quand même en salle de réveil pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, j'espère que ça a répondu un petit peu à vos attentes. On reste bien sûr disponible, toute l'équipe. Vous pouvez nous contacter via les mails que vous trouverez sur les sites de CamSup ou d'Imedipol.